Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Informatic News à notre rendez-vous l'invité de la semaine qui reçoit les responsables des acteurs IT et télécom qui sont présents en France. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Éric Deveau qui est directeur général de Sophos France. Éric Deveau, bonjour. Bonjour Guy. Alors vous savez, on commence toujours cet entretien par une actualité, votre actualité à vous, qui est liée évidemment un peu à notre secteur. Donc c'est soit un événement particulier, soit une tendance de fond que vous avez identifiée. Laquelle serait-elle ? Alors je vais rebondir sur une actualité qui est parue cette semaine concernant la pénurie de talents de cybersécurité en Île-de-France. Et ça fait écho à beaucoup d'articles, puisque je fais une revue de presse dans ma réunion commerciale tous les lundis matins, donc qui sont parus dans les mois passés, les semaines passées. Je pense que c'est fondamental parce que c'est quelque chose de structurant pour l'industrie de la cybersécurité, cette pénurie de talents, et qu'il faut inscrire dans quelque chose de plus global. Globalement, quand vous prenez les chiffres, au niveau mondial, Korn Ferry identifie 5 pays dans lesquels il y a un décrochage entre les postes disponibles et les talents en face. Tous secteurs confondus. Et dans les 5 pays, la France est citée. Donc France, Allemagne pour l'Europe, USA, Japon et puis Australie. Donc, globalement, une inadéquation entre les talents disponibles et les postes à pourvoir. La BPI, la Banque pour l'investissement en France, dit qu'aujourd'hui, le principal frein au développement de l'économie en France, c'est la pénurie de talents. Et ça nous coûte pas loin de 1% de PIB aujourd'hui. Korn Ferry dit pour la France, à l'horizon 2025, c'est 6% du PIB. Donc il y a globalement une pénurie de talents. Et si on zoome sur la partie cybersécurité, qui est un secteur qui, dans la chasse aux talents, est en concurrence avec d'autres, en France, il y a des chiffres qui sont publiés par le fonds GESIF. On estime qu'il y a à peu près 25 000 spécialistes cybersécurité en France, 70% qui travaillent dans la région parisienne. Et aujourd'hui, cette année, il y a 6 000 postes d'ouverts non pourvus en Île-de-France. Donc si vous extrapolez, ça fait 8 000 pour le pays. Voilà. Et quand vous discutez avec des cabinets de chasse de tête qui tiennent des statistiques sur cette partie-là, ils vous disent voilà, l'IT, cybersécurité, c'est 50% plus difficile aujourd'hui de pourvoir un poste cyber qu'un poste IT. Alors évidemment, ça pose plein de questions, mais la première, c'est que est-ce que cette pénurie de talent est liée à une formation qui n'est pas adaptée, qui n'est pas assez puissante par rapport aux besoins ? Est-ce que c'est lié finalement à un désintérêt des jeunes vis-à-vis de l'IT en général et de la cybersécurité ? Pourtant, on en parle beaucoup. Et puis pour répondre à ça, puisqu'il y a un appareil de formation qui n'est pas adapté, ça veut dire que les fournisseurs devraient eux-mêmes proposer des formations sur le terrain, si je puis dire. Alors, c'est clair qu'il y a une inadéquation entre la demande et les ressources disponibles. Si on met en perspective aussi l'étude qui était sortie l'année dernière, qui disait que 85% des métiers de 2030 n'existent pas aujourd'hui, il ne va pas y avoir un grand soir où en décembre 2029, le phénomène il a déjà commencé. Aujourd'hui, sur la partie cyber, donc 8000 postes en France non pourvus. Si on met en face aujourd'hui les écoles, alors effectivement il y a des écoles d'ingénieurs qui ont monté des practices cybersécurité, mais enfin en France je rappelle que globalement on forme tous secteurs confondus 37 000 ingénieurs. Combien en cyber, je n'ai pas les chiffres, mais une petite partie, et puis pour former un ingénieur c'est 5 ans qui sort d'école. Donc il y a ce phénomène-là. Et puis après, effectivement, il y a un point que vous soulignez qui était l'appétence par rapport au secteur cyber. Alors j'étais la semaine dernière avec des jeunes de l'école 42, qui eux sont en plein dans le développement. La cyber, c'est l'empêcheur de tourner en rond. Enfin, il faut être clair. Eux, ils sont dans les apps, ils sont dans les métiers, sur l'innovation. Et la cybersécurité est plus vue comme une contrainte qu'autre chose. Donc effectivement, il y a probablement un marketing sectoriel à faire pour dire coucou, il y a des choses à faire chez nous. Alors nous, notre part, comme on le fait, alors modestement, en France, on utilise de plus en plus l'alternance. Chez Sophos, donc on avait commencé à prendre des jeunes en alternance sur la partie commerciale, on a commencé maintenant depuis 2 ans sur la partie support avant-vente, parce que pour nous c'est un bon moyen d'avoir un vivier de talents nouveaux. Très bien. Alors, justement, vous avez déjà parlé un peu de Sophos, on va continuer sur le sujet. Donc, il se trouve qu'il y a un événement important, majeur,
ces dernières semaines, qui est qu'un fonds d'investissement, Thoma Bravo pour le citer, donc vous a racheté pour 4 milliards de dollars, donc c'est une somme conséquente. Il se trouve qu'il avait racheté un certain nombre d'entreprises spécialisées dans la cybersécurité, donc il semblerait qu'il se spécialise là-dedans. Est-ce que ça va changer, ou plutôt qu'est-ce que ça va changer pour vous alors sachant quand même que Sophos est une entreprise britannique, enfin était une entreprise britannique qui passe sous pavillon américain. Bon, ça c'est pour la petite histoire, ou la grande histoire, je ne sais pas. En tout cas, pour vous, en tant qu'entreprise, qu'est-ce que ça va changer? Alors pour l'instant, le rachat n'est pas finalisé, donc je ne peux pas trop commenter par rapport à ça. Thoma Bravo, c'est une entreprise qui existe depuis une quarantaine d'années, qui effectivement s'est spécialisée dans l'IT, a fait pas mal de rachats, si on zoome un peu sur la partie cybersécurité. Je dirais que oui, c'est un secteur qui n'est pas consolidé. Donc globalement, il y a 1200 acteurs de cybersécurité. Quand on regarde le top 150 qui est sorti il n'y a pas longtemps, il y a énormément d'Américains. Sur les 150 identifiés comme les hot companies, vous avez 112 Américains. Vous rajoutez Israël et le Canada, ça laisse 15 places pour les non-américains, non-israéliens, donc 15 places dans lesquelles Sophos s'est positionné. Donc on est identifié comme une des pépites européennes, mais l'Europe est encore un peu loin en termes de visibilité par rapport à ça. Sophos, c'est une vieille entreprise, entre guillemets, parce qu'à l'échelle de la cyber, on a 35 ans d'existence, donc il y a beaucoup de valeurs et de savoir-faire. Maintenant, pour vous dire quelles seront les implications, je pense que Thoma Bravo a investi déjà, donc beaucoup dans Sophos, et que ça, je pense, va accélérer notre développement. Tout ce que je peux dire, c'est que si vous allez sur la page de Thoma Bravo, vous verrez Sophos Cloud Security. Ça, c'est public. Justement, on va parler du cloud, mais donc pour continuer dans votre type d'activité, vous avez fait des annonces récentes qui vont dans l'extension de ce qu'on appelle les services managés. Et ça paraît relativement logique, puisque vous êtes centré, pas essentiellement, mais vous intéressez beaucoup aux PME, qui, comme on le sait, ont les mêmes besoins que les grosses entreprises, mais n'ont pas les ressources. Donc les services managés, ça semble une bonne idée. Donc je crois qu'il y a eu un certain nombre d'annonces comme MSP Connect, le MTR qui ont été faites, Managed Threat Response. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quelles sont les offres que vous proposez dans ce domaine et finalement à qui ça s'adresse? Alors, Sophos, c'est we are playing the long game, comme dit mon boss, donc on a une vue sur le long terme. Donc effectivement, quand vous regardez le marché de la cyber, avec ce que j'ai dit en préambule sur la pénurie de talent, globalement, vous avez un marché qui se découpe moitié-moitié sur protection du réseau, l'autre moitié sur la partie protection du poste. Et puis, si vous le regardez dans l'autre sens, entre les produits et les services, là également moitié-moitié. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la croissance, aujourd'hui, elle est davantage tirée par les services, pour la raison qu'on a évoquée précédemment, que par la partie vente de produits. Donc on voit monter en puissance ces offres de services, à cause de cette pénurie de talent. Et nous, notre positionnement, c'est de dire on peut pas, on couvre les besoins de l'ensemble des entreprises. Aujourd'hui, sur les grands comptes, on réalise à peu près 20% de notre chiffre d'affaires sur une cible grand compte, alors en prenant du plus de 5000. Une autre partie qui est la partie ETI qui représente 50% et le reste, entre guillemets, PME, TPE, le reste du marché. Pour nous, on ne peut pas diviser. Aujourd'hui, quand vous regardez les dernières attaques sur le marché, dans les grands comptes, ça s'est fait par quel moyen? Par la supply chain. Donc on ne peut pas dire on protège les grands comptes et puis le reste, on verra. C'est pas possible. Surtout en France, quand vous regardez la démographie des entreprises, il faut quand même rappeler que les grands comptes, c'est 500 entreprises. Au sens INSEE, pour la partie privée, on parle de 500 entreprises. Les ETI, c'est 5005. Tout le reste, les 3 700 000, c'est de la PME et de la TPE. Et donc, ces grands groupes fonctionnent avec l'écosystème français industriel et de PME, et donc on ne peut pas passer à côté de ça. Enfin, les dernières attaques prouvent bien que c'est absolument stratégique de pouvoir protéger l'ensemble des entreprises. Donc par rapport à ça, nous, les mouvements qu'on voit... C'est l'idée du maillon faible de la chaîne. Mais absolument. Clairement. Enfin, c'est ce que dit Poupard de Nancy, tous connectés, il dit pas tous coupables, mais tous connectés, interconnectés, donc on est tous responsables collectivement de cette cybersécurité. Et vous jugez justement que le niveau de ces trois grands pôles, que vous avez cités, les grands comptes, les ETI et puis les PME, sont vraiment à des niveaux extrêmement différents en manière de
cybersécurité, c'est-à-dire que les PME sont encore très très loin derrière et constituent un risque pour l'ensemble. Oui, alors on l'a vu notamment au moment de la RGPD, puisque en fait, il y a eu deux choses qui ont eu un effet pédagogique. Il y a eu WannaCry qui a quand même secoué assez fortement, et puis le RGPD. RGPD, nous on est intervenu assez souvent dans les chambres de commerce. Dans les chambres de commerce, on est tombé sur beaucoup, là pour le coup, de PME et même de TPE. Les gens étaient vraiment paniqués en se disant mais qu'est-ce que je dois faire? Donc il y a eu un rôle éducatif. Donc passé ce rôle éducatif, aujourd'hui le constat c'est que il y a eu une explosion du nombre de postes de DPO. Ça, on parle toujours des grandes entreprises, et puis de sociétés qui ont développé des services pour les PME, pour pouvoir les conseiller par rapport à ça. Mais effectivement, aujourd'hui, si on segmente, les grands comptes ont des équipements. Leur problématique, c'est le nombre de fournisseurs et le nombre de plateformes à gérer. Alors, ils vous répondent oui, mais j'ai beaucoup de ressources. La deuxième question, c'est est-ce que les ressources sont toutes formées au bon niveau sur l'ensemble des solutions? Les ETI, elles manquent de ressources très clairement, et puis les PME, elles n'en ont pas. Donc, ce qu'on pense, et ce qu'on constate déjà, c'est que la partie MSSP, donc, qui est poussée par nos partenaires, sur tout le bas du marché, c'est-à-dire la micro-entreprise, TPE, ils font appel massivement à ces offres-là, parce qu'ils n'ont clairement pas les ressources en interne pour le faire. La problématique, c'est les ETI. Les ETI qui ont des équipes, mais pas suffisamment développées. Alors, je rappelle que les RSSI aujourd'hui, il y a des sondages récemment qui sont sortis, sont surchargés de boulot, limite burn-out. Donc, ce qui veut dire que ce sont des gens qui sont cantonnés, malgré eux, dans des rôles extrêmement opérationnels et qui ne sont pas forcément au bon niveau dans les COMEX, ce qui est le cas des très grands comptes. Dans les COMEX des très grands comptes, aujourd'hui, d'abord, ils ont tous eu plus ou moins une attaque un jour ou l'autre, des arrêts de production, et donc là, ils sont au courant. Par contre, dès qu'on descend un peu d'un cran, je pense que c'est pas forcément considéré au bon niveau dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a toujours l'approche coût, et là, par rapport à la cybersécurité, c'est plutôt une gestion du risque. C'est qu'est-ce que ça coûte si mes données sont publiées. Voilà. Alors, vous avez publié, comme la plupart des acteurs du secteur, le panorama des menaces pour l'année. Et donc, il y en a plein, on ne va pas les citer toutes parce qu'on y passerait beaucoup de temps, mais j'en tiendrai deux. La première, vous en avez déjà parlé, c'est le ransomware. Ouais. Et l'idée que finalement les hackers utilisent, on le sait, vous avez cité WannaCry, mais il y en a beaucoup d'autres. Ouais. Et en fait, finalement, eux aussi essayent d'être le plus efficace possible et ils utilisent des outils d'automatisation. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous faites dans ce domaine et finalement, quelle est la bonne réponse des différents interlocuteurs que vous avez mentionnés? Oui, alors, effectivement, ce qu'on voit, c'est que, d'une part, il y a une surface d'attaque qui explose. C'est-à-dire qu'on connecte de plus en plus. Les objets connectés, 2015, c'est 15 milliards d'objets, 2025, c'est 75 milliards. Donc, ça pose d'ailleurs pas mal de mots de tête pour les gens qui vont organiser les prochains jeux, mais on connecte de plus en plus d'objets, et sur l'autre axe, vous avez de plus en plus de hackers, puisqu'en fait, c'est facile, c'est quasiment en software as a service disponible sur le web, donc vous avez le produit dramatique entre la surface d'attaque et le nombre de hackers. Donc les attaques, nous on les voit augmenter en volume, et également complexité. Donc les deux tendances sont vraies, et souvent ça peut démarrer par une attaque assez simple, et puis ensuite aller faire en mode automatique, si je puis dire, et puis ensuite, une fois qu'on est rentré, faire du sur-mesure. Donc nous, notre réponse, elle n'a pas varié, c'est l'IA à outrance. On implante de l'intelligence artificielle dans tous nos produits. Et là aussi, il faut faire la différence, parce qu'aujourd'hui, tout le monde coche la case IA. Donc on a du mal à s'y retrouver. Mais entre le RPA, le machine learning et le deep learning, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Nous, ce qu'on utilise, c'est du deep learning. Ça fait suite à un rachat qu'on a fait il y a 3 ans d'Invincea, qui est une société américaine qui travaille pour la défense. Donc c'est du développement interne. C'est du développement interne. Et le deep learning, en fait, c'est des gens de Macro Institute qui disent, attendez, si vous comparez du machine learning avec du deep learning, vous comparez un ULM avec un Airbus. Le deep learning nécessite des quantités de données très très importantes pour affiner la précision. Ça tombe bien, 35 ans d'existence, c'est le mariage des deux mondes. On a l'IA la plus évoluée qui est du deep learning, et on bénéficie des 35 ans de données, de fichiers sains et de fichiers malsains, des malwares, de Sophos. Donc ça nous permet d'avoir un moteur extrêmement bien éduqué,
avec ce big data qu'on a dans l'entreprise. Je rappelle que les Sophos Labs, quand je suis rentré il y a 3 ans, on m'a expliqué, alors je me suis fait répéter 3 fois le chiffre, que les Sophos Labs identifiaient par jour 400 000 menaces. Je dis, mais attendez, par jour, bon. Aujourd'hui c'est 500 000. Donc quand vous stockez et que vous exploitez ces données, vous arrivez à avoir quelque chose d'extrêmement abouti. Donc, 1, de l'IA partout. 2, faire discuter entre elles les différentes briques de sécurité. Donc c'est ce concept qu'on a lancé en 2015. Donc de dire, voilà, il faut absolument que le firewall et le poste communiquent entre eux, que le firewall puisse isoler un poste qui est défaillant, faire de la remédiation et le remettre en production automatiquement. Alors aujourd'hui, ça paraît simple. Mais c'est extrêmement compliqué. Et aujourd'hui, on l'a étendu à l'ensemble de nos briques de sécurité. Wi-Fi, firewall, protection de la mobilité, tout est interconnecté pour renforcer la sécurité globale du système. Alors, il y a, dans cette étude, ouais. il y a un deuxième élément que j'ai retenu également, qui est que, en fait, il y avait beaucoup de menaces qui venaient du cloud. Et donc, évidemment, le cloud, c'est quand même la tendance principale dans laquelle l'IT est baigné aujourd'hui. Qui était lié à un manque une mauvaise configuration de la part des utilisateurs. Oui. Donc, est-ce que finalement, alors évidemment, ça fait appel au modèle de responsabilité partagée qui était proposé par un des cabinets qu'on connaît. Et donc, la réponse à ça, c'est quoi? C'est uniquement un manque d'éducation, de formation de la part des utilisateurs, ou est-ce que finalement, c'est un peu plus que ça? Moi, j'aurais tendance à dire que c'est un peu le syndrome du clic de souris. Moi, quand j'ai démarré il y a 35 ans dans l'informatique, pour lancer un job, c'était extrêmement compliqué, donc on s'y reprenait à 2 fois, c'était bon. Voilà. Aujourd'hui, assez facilement, on peut monter une VM, créer une machine. Donc c'est vrai que c'est le Gartner, je crois, qui a dit que d'ici à 2020, 95% des problèmes dans le cloud, dans le multi-cloud, ça serait des problèmes de configuration liés à l'utilisateur. Donc ça tient peut-être des problèmes de formation ou effectivement d'interface relativement facile, donc on y va franco. Donc nous, par rapport à ça, effectivement, on a sorti un produit qui s'appelle Cloud Optics, qui permet de vérifier, d'avoir la visibilité de ce qui se passe dans le cloud, parce que je rappelle qu'effectivement, c'est pas parce qu'on est dans le cloud qu'on s'est débarrassé de tous les problèmes de sécurité, en fonction des contrats et des choses qui restent du domaine du client. Donc visibilité et justement pouvoir vérifier la conformité des configurations. Donc ça, c'est un premier outil qu'on a sorti. Et puis ce qu'on a également sorti, là qu'on a annoncé, c'est ce MTR, donc cet outil qui est un SOC externalisé. Donc ça, c'est pour répondre aux besoins de certains grands comptes qui ont déjà un SOC, mais qui ne couvrent pas forcément du 24/7, et puis les ETI. Voilà. Donc c'est 2 produits qui vont dans la tendance du marché, puis le dernier qui est la montée en puissance de la partie MSSP. Mais est-ce que finalement les utilisateurs, en particulier ceux des PME, ils mettent un certain nombre de ressources dans le cloud et ils se disent c'est l'opérateur du cloud qui va se débrouiller de tout, alors qu'en fait il faudrait, là c'est un problème contractuel, il suffirait qu'ils lisent les conditions d'utilisation et pour se rendre compte que non, pas du tout, il y a beaucoup de choses qui restent encore de sa responsabilité. Donc c'est vraiment un problème de mauvaise conception, de mauvaise compréhension des services. Oui, mais là par contre, il y a quand même... nous, on est dans un mode complètement indirect, donc même nos services managés passent au travers des partenaires. Et pour... la partie TPE et PME, c'est essentiellement nos partenaires qui poussent ces services et qui ont ce rôle de conseil et qui sont essentiels. On ne peut pas adresser 4 millions d'entreprises en France en direct ou à travers quelques grands opérateurs de cloud. Donc il y a vraiment cette couche de partenaires qui sont essentiels et c'est eux qui font cette pédagogie. On était encore il n'y a pas très longtemps avec Xefi, qui adresse vraiment des TPE, des PME. Ils ont ce rôle justement de conseil pour faire des services compréhensibles et clés en main pour ce marché. Mais alors justement, un dernier point sur le cloud. Il se trouve que j'ai en tête Google Cloud qui vient de faire un certain nombre d'alliances avec des partenaires de la sécurité, précisément parce que il faut que la confiance soit totale, la confiance des utilisateurs pour aller dans le cloud. Est-ce que vous avez noué des alliances particulières avec les grands acteurs du cloud public? Donc il y en a 3-4, on les connaît. Oui, on collabore étroitement avec AWS, avec Microsoft, et puis également avec Google, et avec certains, on a même des accords OEM sur une partie de nos produits. Donc ça veut dire que vos produits sont disponibles sur ça. Absolument. Ça, c'est une première chose. Oui. Et une deuxième chose, est-ce que vous avez des alliances plus spécifiques ou pas particulièrement? Pas particulièrement. Très bien. Écoutez, on va en rester là-dessus. Merci beaucoup. Merci. De vous.